Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Després, directeur de Vitam, Centre de recherche en santé durable. Pour cette deuxième édition des grands entretiens Vitam, j'ai le grand plaisir d'accueillir en nos murs celui qu'on appelle le père de la démarche de santé durable au Québec, M. Michel Clerc. Michel, bienvenue de nous faire l'honneur de ta visite. Je vais commencer, puis si tu me permets, on va se tutoyer parce que maintenant, on se connaît bien. Puis pour le bénéfice de notre auditoire, j'aimerais quand même je vais essayer de faire ça bref, présenter ta feuille de route. Alors, comme moi, tu es issu du milieu rural. Tu es né à Saint-Germain-de-Grattam. Et à l'âge de 26 ans, tu t'es présenté pour le Parti québécois dans la circonscription de Drummond et tu as été élu. En 1979, et moi je suis fasciné par ce chiffre-là, à l'âge de 29 ans, dans le cabinet Lévesque, tu y entres comme ministre du Revenu. Par la suite, tu seras président du Conseil du Trésor. Et tu vas conserver ce poste dans le gouvernement Johnson, où tu seras également ministre de l'Énergie et des Ressources. Après avoir quitté la vie politique en 87, tu entreprends une brillante carrière d'administrateur où tu t'es centré sur les centres d'hébergement et de réadaptation. Puis en 1994, tu es nommé président directeur général d'Hydro-Québec International, poste que tu auras occupé de 1997 à 2000. Et pour les gens qui ont entendu souvent dans les médias le rapport de la commission Clerc, le Clerc en question, c'est M. Michel Clerc qui est avec nous aujourd'hui. Alors, tu as été nommé président de cette commission d'études sur les services de santé et services sociaux. Et d'ailleurs, à titre de celui qui a présidé cette commission-là, tu es souvent dans le débat public qui est toujours d'actualité, finalement, relativement aux services de santé et la nécessité, justement, de les ajuster en fonction de l'évolution du profil de la santé de la population. Alors, moi, je te connaissais de réputation comme simple citoyen, mais ma vie a basculé et on va en parler dans quelques minutes, lorsqu'en 2013, on t'a demandé de participer à une réflexion intersectorielle, historique à Québec, où Madame la vice-rectrice à l'époque, Madame Sophie Damour, t'avait demandé d'animer finalement des ateliers de réflexion sur comment on pouvait faire mieux et différemment en santé. Et de là a émané justement ce concept de santé durable. Bref, on t'est recevable. Le Québec te doit plein de choses. Tu as une carrière professionnelle où tu as profondément transformé le paysage socio-économique, politique québécois. Et à juste titre, en 2022, l'État québécois t'a décerné le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec, un honneur vraiment très, très mérité. Alors, à nouveau, Michel, je suis ému de t'accueillir dans les murs de Vitam, Centre de recherche en santé durable. Merci beaucoup de l'honneur que tu nous fais de ta visite. Moi, ça me fait grand plaisir, Jean-Pierre. La vie a mis sur mon chemin plein de belles personnes et parmi celles-là, c'est sûr que tu occupes une place privilégiée pour moi parce que si j'ai pu jouer un rôle dans le lancement de la santé durable comme concept et puis rassembleur des efforts de recherche puis de vulgarisation, j'ai joué un rôle bien modeste finalement et toi, tu l'as vraiment contribué là, à faire, comment je dirais, grandir cette idée, ce concept. Et aujourd'hui, si Vitam existe, oui, c'est un peu grâce à la naissance d'Alliance Santé Québec, mais c'est d'abord et avant tout grâce à ton dynamisme. Alors, merci, ça me fait plaisir d'être avec toi. En tout cas, Michel, on reconnaît ta très grande humilité, mais quand j'ai fait ta rencontre, quand je t'ai vu lors de cette rencontre historique au domaine Cataraqui en octobre 2013, je me suis dit « Wow! » Voilà un homme qui a la capacité finalement de nous emmener quelque part et l'histoire finalement m'a donné un peu raison. Merci infiniment. Mais j'aimerais peut-être qu'on revienne. Toi et moi, on vient de milieux ruraux, puis on en est très, très fiers. Puis j'aimerais que tu me parles de ton enfance, parce qu'on a plein d'étudiants là, qui réfléchissent à leur avenir.
J'aimerais que tu me parles un peu justement de ton enfance, de cette vie-là en milieu rural, puis ce que tu en gardes. Oh mon Dieu. Alors, bien, moi, je suis né dans une famille rurale, je dirais traditionnelle, plutôt pauvre d'ailleurs, où les enjeux de santé, dès que j'ai pris conscience de la vie, étaient importants parce que j'étais le cinquième d'une famille de 6 et très tôt, j'ai compris que mon père était un survivant assez particulier parce que à l'âge de 20 ans, en 1933, il avait fait une double pleurésie pneumonie. Et à cette époque-là, on est avant l'arrivée de la pénicilline. Les personnes mouraient à un très, très haut niveau de pourcentage. Et papa a été sauvé par un médecin assez, comment je dirais, donc expérimenteur, dans le sens que pendant une grande période de temps, dans le fond, il avait de l'eau sur les poumons, ce que j'ai retenu. Et ce médecin-là a exercé des ponctions pour lui sauver un des 2 poumons, de sorte que mon père a vécu toute sa vie après à l'âge adulte avec un seul poumon. Donc, une conscience de la fragilité de la vie et de la fragilité économique de la famille. Donc, moi, j'ai grandi... D'un côté, j'étais un enfant... J'ai été moi-même un enfant plutôt maladif dans le bas âge. Et si n'eût été de la, comment je dirais, de la détermination de mes parents à me garder, mettons que le médecin traitant du village m'avait plutôt décompté à l'époque de 3-4 ans. Mais j'ai donc pris conscience assez jeune de la fragilité de la vie. Et mes parents, conscients de leur situation, sans doute, très tôt, eux, n'avaient qu'un seul projet: faire instruire les enfants. Aujourd'hui, je sais que mes parents étaient tous les deux, mon père et ma mère, des personnes très talentueuses, très débrouillardes, avec une détermination de faire des choses, de changer le monde qui était supérieure à la moyenne. Et leur projet, c'était de faire instruire les enfants. Et moi, si on revient à mon enfance plutôt maladif, moi, j'étais très heureux avec mon chien, mes chats, puis sur la ferme, à suivre mon père dans le champ. J'étais un enfant, je dis, des fleurs sauvages, et puis du foin, puis du grand air. Alors, je n'étais pas tellement tourné vers l'école. Alors, donc, c'est vraiment le milieu familial qui m'a poussé vers, après ça, après les études primaires, qui se faisaient dans une école de rang. C'était très particulier, hein? C'est incroyable. 1956, quand je suis rentré à l'école, il y avait trop d'enfants dans le rang. Alors, première, deuxième, troisième année, on a fait le début de notre école primaire dans une cuisine d'été d'une maison de campagne avec ce qu'on appelait comme chauffage, entre guillemets, une truie, c'est-à-dire un poêle avec un seul rond pour qu'on chauffait le poêle en hiver. Alors, donc, j'ai connu ça, mais rendu à la fin de la 7e année du cours primaire, là, le milieu ambiant, l'enseignante, mes 2 sœurs enseignantes, qui étaient déjà, j'étais l'avant-dernier, là, m'ont comme mis dans la voie d'aller me faire instruire au petit séminaire Nicolette. Alors, où j'ai vu pour la première fois, ce qui est aujourd'hui la première partie du slogan, si on veut, de la définition de la santé durable, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Alors, ça a été pour moi, là, le début de, comment je dirais, de mon émancipation. Fait que tu as eu, je veux dire, on ne vient pas de milieu très riche, toi et moi, mais donc tu as eu une enfance heureuse. Oui. Avec des parents aussi qui croyaient beaucoup au pouvoir d'une éducation, finalement. Oui, mais mes parents, ils croyaient dans l'éducation et comme je dis, c'était leur seul projet. Et je comprends, comment je dirais, donc, dans un milieu pauvre qui est conscient des enjeux, c'est sûr que l'éducation, je ne sais plus combien de fois que j'ai entendu ma mère et mon père nous dire « L'éducation, ton instruction, il n'y a jamais personne qui pourra te l'apprendre. » Un. Et 2, tu vas voir que c'est ce qu'il y a de plus important pour que tu puisses avancer dans la vie.
ça prend du temps quand on a 12-13 ans à comprendre ça. Aujourd'hui, je dis merci à la vie d'avoir eu Et ça. qu'est-ce qui t'a amené à faire des études de droit? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou... Qu'est-ce qui a pu m'amener à faire des études en droit en particulier? Bien, il y a différents éléments. Très jeune, je voulais changer le monde. OK. Très jeune, j'avais le goût d'aider les autres plus pauvres que nous autres et j'avais un goût de représentation. OK. De dire, tu sais, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Même si j'étais extrêmement timide, c'était un peu contradictoire, hein? Mais donc, le goût de comprendre, de voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc, puis j'avais un frère aussi, mon frère aîné, qui est de 6 ans mon aîné, qui était devenu avocat. Alors, donc, c'était un métier une profession assez traditionnelle. À l'époque, hein, quand je suis rentré au petit séminaire Nicolette en 1963, les professions les plus connues, dans le fond, le modèle de base, c'était médecin, docteur, notaire, avocat. C'est ça. Peut-être vétérinaire, architecte, ça pouvait être... Pas trop les sciences. Pas trop les sciences. Pas ça. trop les sciences. Puis pour les femmes, ben, c'était de devenir infirmière ou maîtresse d'école, comme on disait, enseignante. Alors, donc, sans doute que j'étais très influencé par... Alors, est-ce que cette volonté de vouloir changer le monde, est-ce que c'est ça qui, finalement, t'a incité à te présenter en politique? Est-ce que c'était ta motivation première? Oui, avec le recul du temps, certainement. Parce que une difficulté, par exemple, à laquelle j'ai fait face avec, comment je dirais, donc, une vraie difficulté que j'ai rencontrée en 1967. C'est l'année de l'Expo 67. C'est l'année où Charles de Gaulle lance le Vive le Québec libre. Moi, je me suis fait mettre dehors de l'école à l'âge de 10 ans, le jour de mes 10 ans pour activité politique. Alors, donc, quand je deviens avocat, je suis déjà un membre du Parti québécois, j'avais été membre du mouvement Souveraineté Association, et je dis, je rêve de changer le monde. Modestement, là, je ne me prends pas pour, je sais pas... non, mais c'est par la voie démocratique. Mais par la voie démocratique, puis de dire l'engagement. Ouais. Si je ne le fais pas, je ne peux pas m'attendre que les autres vont le faire. L'événement marquant en question, c'est donc que je suis au séminaire Nicolette encore, en versification, donc l'équivalent de secondaire 4-5, et on organise, à l'insu de la direction du collège, un voyage la fin de semaine à l'exposition universelle de Montréal 1967. Quand la direction de l'école a appris ça, ils nous ont fait venir. J'étais un des 3 organisateurs. Et puis, on s'est fait dire là, que ça ne se faisait pas, que depuis 1803 que le collège existait puis qu'il n'y avait jamais personne qui avait osé une telle chose. J'étais timide, mais en même temps, avec mon frère, parler, puis alors j'ai répondu au directeur, ça peut bien ne pas s'être fait, monsieur le directeur, il n'y en a jamais eu d'exposition universelle au Canada. Là, il est entré dans une certaine colère, et mes jours étaient comptés pour ça et pour différentes raisons au collège. Donc, j'ai pris conscience assez jeune, dans le fond, que si tu veux changer le monde, changer des choses, il y a de la résistance en avant. Alors donc, moi, très jeune, je me suis impliqué dans le Parti québécois un peu, modestement. Et quand je suis arrivé comme avocat à l'aide juridique de Drummondville, mon premier emploi, je deviens avocat à l'âge de 23 ans, en 1973. Wow. Alors, l'aide juridique vient d'ouvrir. Et puis, je suis associé, moi, je suis le jeune associé avec un homme d'une 60aine d'années qui n'a pas continué. Donc, une année et demie plus tard, donc en fin 74, début 75, je deviens directeur du bureau d'aide juridique de Drummondville.
Alors, la demande déborde dans une ville ouvrière où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de problèmes sociaux. Alors, là, je me suis mis à faire une chronique dans le journal local qui m'a emmené à avoir une chronique quotidienne les jours de semaine à la radio, parce que, dans le fond, le Morning Man de Drummondville était mon voisin d'étage dans le bloc appartement. D'accord. Alors, il m'avait invité à venir faire des tests, puis il m'a dit, tu as une voix radiophonique, ça va être super. Ça fait que la chronique, elle servait à la fois dans le journal et je l'utilisais dans son interview à la radio. Donc, j'étais devenu très, très connu à mon insu. Tu avais un forum qui te permettait de débattre d'enjeux et d'idées déjà. Oui, mais j'étais candide parce que Jean-Pierre, crois-le ou non, quand le Parti québécois m'a approché pour me présenter comme candidat, moi, je travaillais fort. J'avais fait ça pour rendre service. Je voulais aider les gens à connaître leurs droits puis à savoir comment se comporter dans telle situation juridique. Quand le gars qui est venu me voir, c'était un syndicaliste, le représentant de la FTQ à Drummondville. Et j'ai dit, Pierre, moi, en politique, il n'y a personne qui me connaît. Il est parti à rire comme tu ris, mais il dit, Michel, tu peux pas dire ça. Tu étais à voir tous les jours de la semaine à la radio, puis tu étais toutes les semaines dans le journal. Là. Je dis, ah oui, c'est vrai, mais moi, je les connais pas. Quand tu t'es présenté, puis que, est-ce que tu avais, évidemment, tu t'es présenté dans l'espoir d'être élu, mais là, le soir de l'élection, tu dis, je suis élu. Ta réaction, Michel? Ma réaction, d'abord, quand je me suis présenté, est-ce que je pensais être élu? C'était comme une question secondaire. OK. J'étais volontaire et est-ce que j'étais plus souverainiste ou social-démocrate? Même aujourd'hui, je ne saurais dire. J'étais mu par ce double... Tu sais, tu viens d'un milieu modeste, tu viens d'un milieu humble, tu as eu la chance de te faire instruire, tu es au front sur le plan de l'amélioration des droits des personnes moins fortunées, moins favorisées par la vie. Alors, tu t'engages, puis là, tu vas-tu gagner ou perdre? C'est comme si c'était une question secondaire. Le soir de la victoire du 15 novembre 1976, Jean-Pierre, c'est inoubliable parce qu'à Drummondville, la ville, pendant une couple d'heures, a véritablement, comme on dirait aujourd'hui, dérapé. Il y a eu 2 heures de folie collective absolument incroyable, dans le sens que, par exemple, les gens ont organisé, c'était très populaire à l'époque, une parade d'automobiles. On m'a mis derrière une décapotable un 15 novembre où il neige. On m'a mis en arrière avec ma blonde dans puis là, on klaxonne. Puis là, on klaxonne. Puis on fait le tour de Drummondville. Puis là, il y a peut-être 200 autos en arrière. Sur les balcons, dans le 2e étage, les gens sortent et crient et applaudissent. Et là, quand j'arrive dans la salle où la victoire était soulignée, moi, aujourd'hui, je suis un gros homme. Dans le temps, j'étais 26 ans, Michel, 26 ans. Moi, et j'étais un petit maigre, très filiforme. Là, demande-moi pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais le plafond était un petit peu plus haut qu'ici. Alors, en entrant dans la salle, les gens se sont emparés de moi et se sont mis à me lancer au-dessus de la foule. Donc, j'ai été de longues secondes, peut-être 1 minute. Là, j'avais peur. Peur d'embrasser le plafond. Parce que là, les gens, ils te lancent dans les airs, ils crient, ils sont fous de joie, de délire. Une foule en trop grande liesse, ça peut être dangereux aussi. Alors, inutile de dire que là, quand je me suis retrouvé devant le micro, j'ai pu dire quelques mots, mais ça a été fini. Le soir, quand je suis rentré chez moi, cependant, avec ma femme, là, j'ai pris conscience de tout. Là, j'ai dit,
tu peux-tu t'imaginer l'espoir que ces gens-là mettent envers moi? Envers moi. Ouais. Ça va être toute une 26 ans, Michel. Moi, c'est tellement, vous savez, impressionnant d'entendre cela. Et tu t'es retrouvé, on le sait, c'était une période dans la vie politique. Hein. Il y a eu la Révolution tranquille, puis là, ben, ce que vous avez fait, puis indépendamment que ce soit le Parti québécois ou tout autre parti, tu as fait partie d'un collectif de politiciens menés par René Lévesque qui ont lancé des réformes structurantes phénoménales. Puis je pense que vous savez, moi, j'aimerais t'entendre sur cette période-là. Je sais que tu es humble et modeste, mais tu as sauvé la vie de dizaines de milliers de Québécois lorsque tu étais, depuis ton passage à titre de ministre des Transports. Puis j'aimerais, entre autres, que tu relates cette anecdote-là de la ceinture de sécurité, finalement, parce que tu en es responsable. Oui, alors, moi, je suis devenu, c'était une époque formidable pour des jeunes. Moi, j'ai été nommé ministre du Revenu à 29 ans, ministre des Transports à 31 ans, avec, je demandais à M. Lévesque, j'ai dit à M. Lévesque, mais M. Lévesque, moi, ministre des Transports, j'avais déjà été ministre du Revenu pendant 1 an et demi, mais j'ai dit, ministre des Transports, M. Lévesque, j'ai dit, moi, l'autoroute passe chez nous, à Drummondville, mais j'ai dit, Montréal, Québec, je suis pas de là, puis le gros des enjeux du transport, ils m'ont l'air dans le transport en commun à Montréal, puis même à Québec, et je dis, je viens pas de là. Il dit, c'est le meilleur argument pour que je vous nomme là. L'air de dire, tu pas de conflit d'intérêt. Tu ne seras pas en conflit d'intérêt. Alors, donc, quand je suis arrivé au ministère des Transports, c'était des très belles années, je dois dire. J'ai beaucoup aimé ça. Il y avait, à l'époque, si on se replace en 1976, les ceintures de sécurité sont apparues dans les véhicules, juste une ceinture d'abord. Ça n'a pas été réglementé tout de suite. Ça a dû apparaître vers 69 environ, 70. Il y a eu une première législation qui faisait qu'on devait en principe la porter, mais je me souviens, l'amende était 10 piastres. Quand tu étais dans le cas où tu aurais dû la porter. Et c'était en avant seulement, il n'avait pas en arrière, etc. Alors, moi, quand je suis arrivé au transport, il y avait un projet de transformer ce qu'on appelait le code de la route en code de la sécurité routière. Et parmi ça, il y avait deux mesures que moi, j'ai poussées, mises de l'avant avec courage. La première, c'est la ceinture de sécurité obligatoire avec des vraies amendes qui pouvaient aller à 100 $ d'amende pour le non-port de la ceinture de sécurité. Et la rendre obligatoire pour tous, y compris les policiers. Alors, la résistance que j'ai rencontrée à c'est fou quand même, quand on se place maintenant en 2023. Écoutez, on dépassait, de mémoire, Jean-Pierre, on dépassait le 1200 morts par année sur les routes. Alors qu'aujourd'hui, on est en bas de 400. Alors, ça fait beaucoup de vies sauvées par année. Donc, oui, c'est une petite mesure, mais c'est une des mesures dont je suis le plus fier, mais qui, à l'époque, a été très difficile. Mon beau-père de l'époque était là, dans tous ses états contre moi. Il m'aimait beaucoup, mais quand j'ai pas arrêté cette mesure-là, j'ai dit, Michel, comment tu veux que je fasse ça? Je suis asthmatique. Et le chef de police de la ville de Montréal, dans ce temps-là, avec un des animateurs d'émissions très populaires à l'époque, qui s'appelait M. Pierre Pascot, à CKC, qui était très habile, m'avait, disons, je ne le dis pas méchamment, mais m'avait quand même un peu piégé. Alors, en me mettant coup sur coup en ligne, en interview, sur l'heure de grande écoute, le midi, juste avant qu'il m'interroge, il ne m'avait pas dit qu'il interrogeait le chef de police de la ville de Montréal qui était contre le port de la ceinture de sécurité à l'époque. Puis moi, j'embarque juste, tu sais, tu as 2 secondes, puis là, tu embarques, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire, M. le ministre, au chef de police de la ville de Montréal qui indique que pour ces hommes, ça n'a pas d'allure, votre affaire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je me souviens encore. Mais à la même occasion, dans le même code de la sécurité routière, chose dont
toi en particulier, tu vas avoir bénéficié grandement. J'ai fait du vélo, un moyen de transport plutôt qu'un équipement sportif. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont probablement pas au courant de ce fait aussi, d'armes-là. Ça aussi, ça avait été tout un débat là, de dire, ben voyons, les bicycles. Les bicycles vont avoir les mêmes droits que les autos. Vous êtes sûr de ça? Michel, comment maintenant, parce que tu t'es retrouvé dans l'arène politique. C'est sûr que la vie politique c'était quand même extrêmement exigeant, mais il n'y avait pas les médias sociaux comme on a maintenant. Maintenant, vous pouvez même plus faire d'annonces parce que c'est déjà connu ce qui va être annoncé. Exact. Comment c'était l'ambiance, justement, là? Parce que tu disais tantôt que tu t'étais lancé en politique avec, en tout cas, l'espoir de vouloir changer le monde, puis tu l'as fait, puis tes collègues aussi l'ont fait, puis indépendamment, là, c'est pas un énoncé politique que je fais, là, mais c'était l'époque quand même de réformes très structurantes, là. Oui, je dis, quand je regarde les longs cycles de la vie d'une nation, d'un peuple, d'une société, j'ai été extrêmement chanceux. Je suis arrivé, dans le fond, pour moi, la Révolution tranquille a eu comme deux grandes périodes, hein, les années 60, continué avec M. Lesage, continué par M. Bourassa jusqu'en 70. C'était un élan formidable, mais pour solutionner des problèmes des années 60. Quand on est rendu en 76, les enjeux de protection du territoire agricole, d'aménagement du territoire, de protection de la langue française, du financement des partis politiques, il s'est passé... La liste est longue. La liste est longue, mais il s'est passé beaucoup de temps, mais les besoins d'évolution sont très importants aussi. Donc, j'ai été chanceux d'arriver à ce moment-là. Il y avait une volonté comment je dirais donc? Il y avait une volonté populaire de changement, de nouveauté. Et l'exemple qui m'est venu récemment en discutant avec quelqu'un qui s'intéressait justement à être candidat ou candidate pour un parti politique, je disais, c'est sûr que moi, en 1976, quand j'ai été candidat, j'avais découvert très vite qu'il y avait un mot qui était bien accueilli, qui était quasiment un mot passe-partout. C'était le mot projet. On a un projet. Je donne un exemple. Vous connaissez sans doute, si vous passez sur l'autoroute 20, le village québécois d'antan. Le village québécois d'antan, ça a été un projet. D'un prof d'histoire soutenu par un jeune député qui vient d'être élu et par le président de la Société historique puis un conseiller municipal ou deux. On avait une vision. On a convaincu le ministre du Tourisme à l'époque d'avoir un premier 100 000 $, puis je veux dire, toutes les barrières, là, ils se tassaient facilement pour laisser passer le projet. Aujourd'hui, le mot projet, si je faisais de la politique aujourd'hui, c'est probablement le mot le plus difficile à porter. Parce qu'on a peur des projets, on a peur du changement, on vit une période plus, comment je dirais, donc, où il y a tellement de changements générés par n'importe quoi d'autre que l'action politique, que le changement qui est proposé, les projets qui viennent du volet politique peuvent être beaucoup plus sujets à caution. Donc, moi, comment je dirais, donc, le jeune homme qui veut changer le monde, qui est en politique, puis qui comprend que le mot projet, entre guillemets, comme on dit, ça pogne, ben, tu dis, je m'en vais en pousser des idées. As-tu l'impression, question très naïve de ma part, comparativement, parce que tu es quand même un politicien avec beaucoup d'expérience, tu as trempé dans la soupe très, très jeune dans ta vie professionnelle. As-tu l'impression que vous aviez quand même un petit peu plus de temps pour prendre du recul, pour justement lancer des chantiers par rapport à maintenant, où j'ai l'impression qu'on
quel que soit l'enjeu abordé par quelque ministre que ce soit, on est toujours en retard sur la réalité où ça va beaucoup trop vite. Je ne sais pas, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, ça c'est sûr que le temps d'analyse, de réflexion pour le pouvoir politique il était beaucoup plus grand à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a quitté la politique, ça fait déjà maintenant 2-3 ans, mais je suis resté lié d'amitié avec François Gendron, député d'Abitibi, qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et François me disait, dans ces dernières années, il me disait, Michel, parce qu'on m'a sollicité bien des fois, sans prétention, j'ai jamais voulu retourner, mais j'ai jamais voulu retourner pour différentes raisons, mais il me disait, tu sais, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, il dit, c'est que je peux pas vraiment rien annoncer. Parce qu'il dit, tout est déjà comme connu d'avance, donc quand tu vas en conférence de presse, supposément pour annoncer la nouvelle recette de tarte aux pommes, eh bien, elle est déjà connue. Ouais, c'est ça. Et puis, là, il faut que plutôt que tu te prépares dans ta conférence de presse à réagir à ceux qui vont attaquer la tarte aux pommes de tel angle plutôt que de tel angle, parce que la nouvelle, c'est pas la nouvelle recette de la tarte aux pommes. Elle est déjà connue, puis elle est déjà... Alors, donc, c'est sûr que pour les personnes en politique, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect, d'admiration pour les femmes et les hommes qui s'y engagent aujourd'hui. C'est infiniment exigeant. Nous, on avait peut-être comme défi de répondre à, comment je dirais, des espoirs absolument gigantesques, des espoirs d'affirmation nationale, de souveraineté, de développement culturel, de rattrapage. Il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il y a des espoirs encore, mais je veux dire, il y a tellement d'extrémisme qui viennent avec les médias sociaux, à droite, à gauche. La communication instantanée fait que les femmes et les hommes politiques sont obligés de réagir sans avoir le temps. Ils se font pourchasser pour dire qu'est-ce que tu fais dans tel dossier, de sorte que d'élaborer des grands projets, c'est très, très difficile aujourd'hui. Un peu la guerre des étoiles médiatiques de nos jours. Ça arrive de partout, tout bord, tout côté, avec aussi beaucoup d'informations qui est parfois non fondées. Non fondées. Ça rend les... Mais moi, Michel, j'aimerais encore une fois te témoigner, indépendamment là, on ne fait pas de politique, là, mais je pense que c'est extrêmement inspirant pour toute une communauté de jeunes brillantissimes qui regardent un homme comme toi qui a laissé sa marque très tôt dans sa vie. La chose est possible. C'est formidable. C'est très inspirant. Et moi, si je peux, comment je dirais, si je peux servir d'exemple de quelque chose, pour m'adressant tant aux plus âgés qu'aux plus jeunes. Moi, M. Lévesque m'a fait confiance à 29 ans. Wow. M'a confié des portefeuilles importants à 29 à 31 ans. C'est donc dire que les gens de 65 ans ou 60 ans, ou peu importe, on doit faire confiance à la génération qui monte et ne pas, comment je dirais donc, et ne pas s'arroger une sagesse, une capacité qui n'est pas nécessairement vraie. Hein? Moi, si M. Lévesque ne m'avait pas donné sa confiance et me donné de la confiance en moi, je ne serais pas devenu celui que je suis. C'est extrêmement inspirant. Donc, ça, c'est sûr que moi, je me dis, ça a toujours compté un peu dans mon histoire de ne pas revenir en politique, de dire, la démocratie, si je l'ai fait, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent le faire. Puis c'est important qu'il y ait un renouvellement d'idées continu. Ouais. Un renouvellement d'idées continu, c'est comme ça qu'une société va avancer. Dis-moi, Michel, après, tu as quitté la vie politique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, mais tu as été un administrateur chevronné. Puis là, il arrive, au début du millénaire, cette demande-là de présider une commission. Pourrais-tu nous parler, la fameuse commission Auclair? Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu du contexte? Comment c'est arrivé tout ça? Un contexte large puis un contexte étroit. Le contexte large, Jean-Pierre, je ne sais pas pourquoi. Je ne le comprends pas encore aujourd'hui. Peut-être est-ce lié
à des enjeux, à ma sensibilité à l'égard de la santé de mon papa, le fait que j'avais une santé fragile, je ne sais pas, mais les enjeux de santé sont venus à moi beaucoup plus que moi, j'ai voulu y aller. Je m'explique, dans le sens que dès que je suis arrivé avocat à l'aide juridique, qu'est-ce qui m'a le plus frappé? Les enjeux de santé mentale, les enjeux, le manque de services aux personnes handicapées, les préjugés à l'égard des personnes différentes. Donc, des enjeux sociaux qui, ils sont rentrés dans mon bureau par la porte. Je n'étais pas parti pour aller les chercher. Dieu sait qu'ils sont encore très, très présents en 2023. Ils sont rentrés dans mon bureau puis ils m'ont interpellé. Quand je suis venu en politique après, bien, moi, par rapport à des enjeux sociaux, le premier mandat que j'ai vraiment eu, Mme Lise Payette m'avait confié le mandat. C'était un jeune avocat d'aide juridique. Il faut reviser la loi sur la protection du consommateur. Ben, c'est toi qui vas être responsable sur le plan politique, j'entends, de travailler avec l'équipe de fonctionnaires parce que tu viens d'un milieu modeste et puis tu étais avocat à l'aide juridique à Drummondville. Tu es le petit gars parfait pour avoir un regard critique. Quand je deviens président du Conseil du Trésor, c'est l'année où le pourcentage du budget du Québec consacré à la santé, c'est considéré comme catastrophique, va dépasser 33 % à l'époque. On est rendu à 50 % Donc, je m'intéresse aux enjeux, puis on crée la commission Rochon, commission d'études sur l'avenir du système de santé. Alors, encore là, c'est le problème qui s'est présenté à moi. C'est pas moi qui courais après. Après, quand je suis défait puis que je me cherche un nouvel emploi, quelqu'un m'appelle pour me dire, ben, il y a une place qui pourrait être intéressante pour toi comme directeur général de l'Association des centres d'accueil du Québec. J'ai dit, c'est une bonne idée. Et puis, bon, passons des détails. J'y suis allé. J'étais là pendant 7 ans. J'ai adoré ça. Après, je suis revenu comme... je ne voulais pas revenir en politique, mais je suis revenu dans l'équipe de sous-ministre à Ressources naturelles. Je suis allé chez Hydro-Québec. Et là, c'est Pauline Marois, mon ancienne collègue. Moi, j'étais président du Conseil du Trésor. Pauline avait été ma vice-présidente à l'époque. On s'entendait super bien. Et on avait, comment je dirais, donc beaucoup de choses en commun sur le plan de... Ben, on était de la même génération, puis beaucoup de choses partagées. Alors, quand j'ai su qu'elle créait une commission puis qu'elle se cherchait quelqu'un, j'étais ami avec un de ses attachés politiques sur le balcon le samedi après-midi. Je lui dis « Hey, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qu'on entend qu'il y aurait une commission? Peut-être que je pourrais avoir du plaisir à faire ça. » Et c'est comme ça que Pauline m'a appelé pour que je préside une commission. Et ça, c'est un des événements les plus, comment je dirais, donc, un des très beaux moments de ma vie parce que je n'avais choisi aucun des 9 commissaires. Dans la vie, ça arrive qu'on rencontre des cercles vicieux, hein, des choses qui tout va mal, puis de plus en plus mal, puis tu ne sais pas trop pourquoi. Là, la commission d'études, moi, dans ma vie, à ce moment-là, ça faisait mon affaire de le faire, mais j'avais dit à Pauline et au gouvernement, moi, je ne vais pas consacrer plus que 10-12 mois à ça, ce qu'on a respecté. Alors, on a fait une commission d'un style très particulier, très différent du style de la commission Rochon sur le plan du processus. Et puis, ma foi, on a réussi à, comment je dirais, donc, à planter des idées et des concepts fondamentaux qui ont marqué leur époque, qui n'ont pas toujours été suivis par les gouvernants, mais dont beaucoup sont encore d'actualité. Bien, je pense qu'effectivement, les recommandations de cette commission-là sont extrêmement d'actualité. On y reviendra peut-être pour justement parce qu'il y a des prémices qui sont finalement la fondation de ce qui va faire l'objet de
de la troisième partie de notre échange, Michel, c'est toute cette démarche de santé durable. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a l'honneur, le privilège de recevoir le père de la santé durable. C'est pas rien. Moi, je suis très fier et ému par cela. J'aimerais que tu nous racontes comment ça s'est passé, je dirais, d'où vient l'idée initiale de rassembler du monde pour réfléchir justement à comment on devrait reconfigurer notre façon de faire de la recherche en santé? Bien, un peu dans la suite de ce que je disais. Donc, encore une fois, la santé en général est venue à moi. Moi, la commission, c'est venu à moi plus que moi, j'ai cherché à aller dans cette direction-là. Alors, 2012, 2013, moi, je vous dirais, donc, je suis président de Groupe Santé Sedna à ce moment-là et bien occupé dans toutes sortes de choses. Je reçois un appel de Mme Sophie Damour, qui est à l'époque vice-rectrice à la recherche, et que je ne connais pas, mais je connais bien son père, Alban. Alors, elle se présente à moi au téléphone et elle m'explique que j'aurais été retenu par une vingtaine ou une trentaine de hauts dirigeants, d'intervenants du domaine de la santé et de la recherche à Québec pour présider un événement qui pourrait se répéter. Je l'écoute, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que... Mais j'ai dit, bien beau que vous me dites que j'ai été choisi, retenu par une trentaine de personnes, mais moi... J'ai rien demandé. J'ai rien demandé, là, puis je suis super occupé. J'ai un job à temps plein comme président de société, puis en plus, je préside le comité sur la rémunération des juges que je commence, mettons, c'est au mois de mars à peu près. J'ai absolument pas le temps de faire ça. Alors, mais elle insiste... mais je dis, écoutez, là, j'ai d'autres choses à penser. On peut-tu se reparler? Je lui reparle une deuxième fois. Là, je comprends mieux l'objectif, qui est de mieux positionner Québec, la région de la capitale nationale, en matière de recherche en santé, avec comme ligne directrice, si on veut, un espoir, une volonté que ce positionnement-là puisse servir la santé de la population au sens général, avoir des retombées dans la grande région de Québec, renforcer le positionnement recherche comme tel, avoir donc des conséquences sociales et économiques éventuellement sur la grande région de Québec. Bon, là, je dis au moins, je comprends très bien qu'est-ce que vous voulez faire, puis c'est un processus, dans le fond, une sorte de processus élargi de planification stratégique pour l'agglomération de Québec en recherche en santé, pour positionner. Bon, OK, je comprends. Mais ça tombe mal, je suis trop occupé. Alors, ma conjointe a joué un rôle déterminant parce que, je vais raconter ça, j'ai pas le temps. Ben là, ma conjointe, elle me dit, ben, tu peux leur dire quand est-ce que tu aurais le temps? Je dis, pas le temps avant le mois d'octobre prochain. Ah, là, j'ai dit ça, c'est une bonne idée. Ma façon de m'esquiver poliment, ça va être de reporter assez loin pour que Mme Damour ne soit pas fâchée, mais qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais elle m'a dit, formidable! On a trouvé une date. on va commencer cet automne. Parce qu'octobre 2013, c'est quand même un moment, justement, dans l'histoire de la santé durable qui est une date mémorable, là, Michel. J'en apprends là, sur l'histoire. Oui. Alors donc, là, je l'ai rencontré, j'ai rencontré son équipe, j'ai rencontré ces personnes-là qui m'avaient supposément choisi, où il y avait, dans le fond, tous les hauts dirigeants de tous les établissements de santé de l'époque, les PDG, les doyens de plusieurs facultés de l'université. Je pense pas qu'il y avait de représentants de la ville à ce moment-là. Bon, donc, on a brainstormé ou fait du remue-ménage. Et moi, je leur ai proposé, donc, un processus
large de consultation, donc d'aller chercher, je dis, moi, je veux que vous établissiez le sociogramme que j'appelle des 150 personnes les plus intéressantes, importantes, qu'on peut pas, auxquelles on doit normalement penser quand on pense en fonction de cet objectif-là. Donc, ça a été fait. On est arrivé à ça, quelque chose comme 150, 200 personnes. Et puis qu'on a réuni 4 fois dans un processus pour essayer, que j'appelle ça, moi, un processus d'extraction, d'extracteur à jus, pour voir qu'est-ce que c'est qui pouvait rassembler, être à la fois novateur, convergent par rapport à une pluralité d'intervenants. Et ce serait trop long de tout raconter, mais c'est de là qu'à un moment donné, on pourrait dire, le jour s'est levé sur un concept de santé durable, et puis qu'à quelques-uns, on a pu, avec beaucoup l'aide des gens qui entouraient, là, Madame Damour à l'époque, puis des personnes, de quelques doyens, qu'on a pu, comment je dirais, donc, arriver à un concentré pour dire c'est le concept de santé durable qui peut à la fois permettre de positionner Québec dans un, comment je dirais, dans un effort large pour mobiliser, parce que dans le fond, la santé durable peut rejoindre la quasi-totalité des facultés de l'université. Tout à fait, tout à fait. Tout le continuum de services des établissements de santé, de la prévention primaire à la prévention secondaire, de la santé publique, et on s'est dit de la Ville de Québec, qui est embarquée d'ailleurs sous le leadership, je pense que tu te souviens sûrement de la première rencontre qu'on avait eue avec Régis Labaume. Quand on était voir M. Labaume. Quand on allait voir M. Labaume. Une chance qu'il nous aimait. Parce que la première fois, il se demandait pas mal où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Mais quand tu as eu compris. Oui, tout à fait. Ça, c'est formidable que le maire Marchand puis le maire Labaume là-dessus, je veux dire, c'est une belle continuité. Alors, donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'est née qu'une démarche large, inclusive, a permis d'arriver progressivement à une idée centrale de dire c'est la santé durable. Et pour moi, ça a été, je disais tantôt que dans une de mes belles expériences de vie, ça a été la commission, mais la démarche qui a conduit à la naissance d'Alliance Santé Québec, encore plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait ressortir dans ces deux cas-là? C'est que quand on réussit à créer des conditions pour que l'intelligence collective se manifeste, c'est incroyable la force qu'il peut y avoir. La difficulté, c'est souvent que soit les manières de faire ou les égos vont transcender la vision, l'établissement d'une vision collective pour que l'intelligence collective donne tous ses fruits, donne des fruits et donne tous ses fruits, c'est de créer les conditions propices pour que dans le respect, puis dans, comment je dirais, donc, dans le respect, dans la transparence, puis dans l'acceptation de regarder la même chose sous tous les angles, qu'à un moment donné, le meilleur ressort, et que la maternité ou la paternité de l'idée, ben, quand c'est 150 personnes qui l'ont eu ensemble, c'est beaucoup plus fort que si c'est nous deux dans le bureau qui avons imaginé quelque chose. Je pense que pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Michel, moi, je faisais partie de ces 150, 175 personnes qui étaient invitées à cet événement-là que tu animais. Moi, je te connaissais de réputation, mais je ne te connaissais pas personnellement. Puis, c'est une des journées marquantes de ma vie. Moi, j'ai l'impression, je me suis dit, cette journée-là, toute une communauté de gens beaucoup d'entre nous, on ne se connaissait pas parce qu'on est dans des domaines très, très différents. C'était des expertises très, très différentes, mais complémentaires. Puis comme tu viens de le dire, mais la force de ce collectif-là, c'était
absolument spectaculaire. Moi, j'ai senti cette journée-là, animée de maître par toi, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis on l'a vu dans l'année et demie qui a suivi, a émergé de toutes ces discussions-là, des travaux de comité, le concept de santé durable, peut-être un peu académique comme concept au début. Tu le mentionnais tout à l'heure, le maire Labaume, quand on avait été le voir, il a fini par comprendre. Il dit, les gars, c'est un peu compliqué votre affaire, mais la grande fierté, c'est que a émergé de ça cette organisation-là dont tu as présidé le conseil d'administration pendant un certain nombre d'années, puis j'ai eu l'honneur d'agir à titre de directeur pendant quelques années, remplacé par la suite par le docteur Antoine Gros. Mais ce forum qui a permis de mailler, puis là, je te cite, d'extraire, de trouver les puits de synergie qui nous ont permis d'aller ailleurs, puis de réfléchir différemment, a émergé de ça quelque chose maintenant de façon très, très concrète là, pour les gens qui nous écoutent. Vous voyez, vous avez la personne qui est responsable de la création éventuelle, non seulement du concept de santé durable, mais nous avons maintenant un centre de recherche reconnu et financé par le Fonds de la recherche en santé du Québec. Et nous avons, depuis quelques semaines, une chaire de recherche en santé durable. Michel, ce sont des retombées très concrètes de la graine que tu as plantée en terre. Qu'on a planté. Mais moi, Jean-Pierre, je te corrige, qu'on a à 150 plantés. Oui. Puis, il faut... Tu sais, il y a eu la création d'Alliance Santé Québec, mais la mobilisation qu'il y a eu à l'intérieur du CIUS de la capitale, la mobilisation qu'il y a eu à l'intérieur de l'université, la création de Pulsar, la création de Vitam. Et pour moi, je disais, moi, quand j'entendais le scientifique en chef, il y a quelques semaines, dire que la recherche en santé durable devenait un des axes importants de support à la recherche, au positionnement du Fonds de recherche du Québec en santé, je me dis, les 150 ou les 175, nous avons tous apporté quelque chose dans ça. Puis, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, que ce soit que dans tous les centres de recherche, il y a une saveur santé durable, un ferment de santé durable qui grandit. Que ce soit de la recherche, je veux dire, sur le plan de la nutrition, que ce soit sur le plan de la lutte comment je dirais, donc contre le cancer, contre les maladies cardiovasculaires. Quel que soit l'enjeu de santé. Quel que soit l'enjeu de santé, ce ferment-là, il est présent aujourd'hui. Et en fait, Michel, ce que tu dis, c'est justement ce que véhicule Rémi Quirion, notre scientifique en chef, Carole Jabet, la directrice du Fonds de la recherche du Québec en santé. Quel que soit l'enjeu de santé qui est examiné, il y a toujours une dimension santé durable qui mérite attention. Puis moi, je te dirais que dans l'évolution de ce concept de santé durable-là, puis ça rejoint finalement, c'est une boucle qui est bouclée parce que vous avez entendu aujourd'hui l'histoire d'un politicien remarquable. Je sais qu'il va rougir, là, mais c'est un monument vivant, là, politique. Là. Je veux dire, quand tu as travaillé avec René Lévesque, Jacques Parizeau, et on peut les nommer, là, Bernard Landry, c'est l'histoire du Québec vivante là, qu'on a le plaisir de recevoir à Vitam aujourd'hui. Mais nous, il y a un morceau qui nous frappe, Michel, puis c'est dans notre ADN à Vitam, c'est la participation citoyenne. Et ça, c'est peut-être le morceau qui n'était pas très, très présent dans les discussions initiales. On parlait d'un réseau de recherche. Effectivement, on ne se parlait pas, croisait pas les savoirs. Donc, il y avait une pléiade d'opportunités qui étaient manquées. On n'exploitait pas notre plein potentiel. Mais ça va rejoindre le politicien en toi. Ce que je me rends compte, c'est qu'ici, les communautés, les citoyens, si on les interpelle, tout le monde se lève en ce moment. Mais pour moi, Jean-Pierre, c'est sûr que, mettons, là, par exemple, en matière de système de santé,
qu'est-ce qu'on a pu observer sur les, mettons, presque sur les 23 dernières années maintenant, alors que l'essentiel de nos recommandations était d'aller plutôt vers le local, de responsabiliser les communautés, le vrai sens de l'approche populationnelle, le vrai sens de la décentralisation, le vrai sens de la prévention et des organismes communautaires. C'est une auto-prise en charge, dans le fond, des populations par elles-mêmes. Alors, on est allé plutôt dans la direction inverse. Et moi, de la même manière que le concept de santé durable est né d'un collectif, s'il est né d'un collectif, encore une fois, c'est parce que la recette pour que l'intelligence collective puisse se manifester, cette fois-là, on l'a particulièrement tous ensemble bien déployé. Mais aujourd'hui, si on veut que les communautés se prennent en charge, c'est sûr qu'il faut favoriser l'émergence, justement, de l'intelligence collective et promouvoir l'idée que pour que ça advienne, il y a des conditions facilitantes, puis il y a des conditions adverses. Puis les conditions facilitantes, c'est de faire confiance aux gens localement, puis de les aider à avoir du pouvoir sur leur propre vie et celle de la communauté. Mais c'est un grand défi parce qu'on est allé dans la direction inverse beaucoup. C'est un grand défi, Michel, et puis j'aimerais t'entendre là-dessus en terminant. C'est pas une dépense, c'est un investissement parce qu'à un moment donné, si on garde l'approche centralisée, on aura beau investir des milliards et des milliards de plus. Si on ne travaille pas à élaborer des solutions qui vont impliquer les communautés, les citoyens, pour qu'on ait justement des communautés très tricotées, beaucoup plus serrées, bienveillantes, qui prennent justement leur santé en main, on a peut-être une petite chance je dirais pas de diminuer, on ne diminuera pas les dépenses en services de santé, mais au moins soulager un peu la pression indue de... C'est d'infléchir le développement humain pour les prochaines décennies. Dans le sens que si l'évolution de la science n'a pour résultat que de rendre les gens plus dépendants du mécanicien réparateur, on n'avance pas dans la bonne direction. Alors, les sciences qui portent plutôt sur la capacité des communautés d'agir, d'interagir en prévention, puis de voir la santé durable comme faisant partie des meilleures solutions. C'est un actif. Un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu sain, dans une planète saine. Il faut que la conception s'inverse dans la population de penser que la science, c'est bon pour réparer, mais que la science, au contraire, c'est à la portée de tous pour nous aider de retarder la réparation, si on veut, le plus loin possible dans le temps. Michel, sur ces paroles très, très sages, laisse-moi t'exprimer toute notre gratitude pour ta visite généreuse aujourd'hui. J'aurais une petite faveur à te demander en terminant. On t'a rendu hommage lors de l'annonce du financement de la chaire de recherche en santé durable. On aimerait beaucoup te qualifier de parrain de VITAM, Centre de recherche en santé durable. Est-ce que tu accepterais de nous parrainer? Ça dépend quel parrain, quelles sont les obligations du parrain. De l'amour, tout simplement. Alors, certainement. Alors, ça me ferait plaisir d'être votre parrain. Je suis déjà parrain pour vrai, puis parrain de jeunes haïtiennes depuis plusieurs années maintenant. Alors, d'être parrain de VITAM, ça ajouterait une collectivité
très importante à ma vie. Là, on parle de plusieurs centaines de personnes. Donc, je deviens une grosse famille québécoise. Le parrain, c'est une grande famille, alors ça m'honorerait beaucoup. Michel, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Au plaisir.